Donc, il est en train d'expliquer que ce que nous appelons le progrès, c'est en fait l'adaptation. On n'a pas progressé, ou d'ailleurs, il nuance ça en disant, si jamais on va dans la mauvaise direction, progresser vers cette direction n'est pas souhaitable. On a quand même eu des cours de géographie du développement, et t'es pas foutu de me donner une terminologie qui est correcte. Bah, c'est ça qu'on nous a dit. Oui, mais je trouve très binaire alors qu'il y a d'autres... bref. Ça, on en parlera en conclusion. Savoir tout ça, c'est utile, mais on va pas refaire le monde. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la civilisation va mal, et pire encore que ce constat-là, certaines personnes le refusent, le constat. Certaines personnes propagent, plus ou moins indirect, plus ou moins involontairement, ce que l'on appelle le NPP, le narratif du progrès perpétuel. Je dirais régulièrement NPP, c'est beaucoup plus rapide à dire que narratif du progrès perpétuel. Même pas la langue française. Ça n'a rien à voir. Mais donc, voilà, maintenant je vais développer sur le narratif du progrès perpétuel. Je vais expliquer ce que c'est. Parce que là, tu n'as probablement aucune idée de ce que c'est. Je n'ai pas de notion particulière sur le NPP, comme tu as la possibilité de le dire. D'accord, donc le narratif du progrès perpétuel, c'est le fait de considérer que l'humanité, au cours de son existence, n'a fait que s'améliorer. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Évolution. Le narratif du progrès perpétuel prétend expliquer la supériorité de la civilisation par rapport aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. On est meilleur aujourd'hui qu'avant. C'est exactement ça. Elle considère que l'humanité donc n'a fait que s'améliorer. Donc, le principal penseur, disons, qui a vraiment démocratisé la pensée du narratif du progrès perpétuel, donc le NPP, c'est Thomas Hobbes. Qui c'est? C'est un philosophe Américain? essayiste britannique Ah, bon, c'est pareil. du XVIIe siècle, dans ces eaux-là, Il parle anglais. qui, en 1651, a décrit la vie pré-étatique comme solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Ok. Voilà. Une belle vision de la vie. 2 points. Donc lui considère que l'État est là pour intérioriser la bête sauvage qui sommeille en chaque être humain. Il y a une vision vraiment bestiale de l'homme si l'État n'intervient pas. Du point de vue hobbesien, c'est ça qu'on l'appelle, bon bref, Oh la NPP, vache. l'État permet à l'homme de se civiliser, mais d'un point de vue vraiment mélioratif. C'est-à-dire que le terme de civilisation est vu positivement. De mon point de vue, une fois que j'ai fini le bouquin, je peux te dire que le mot civilisé Tu le prends plus pareil. m'écorche. Ouais. Maintenant, je vais prendre 2 points sur cette citation où il dit que la vie était donc solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Le premier point, c'est pourquoi est-ce que Hobbes écrit ceci? Tu aurais pu te poser cette question. Et les conséquences, les conséquences de cette affirmation. Donc en premier point, pourquoi il écrit ceci? Il faut savoir que Hobbes a eu une vie passionnante. aux petits oignons. Il décrit sa naissance, je cite, « Ma mère a accouché de jumeaux, moi et la peur. » Donc, une belle vision de la vie qui est en perspective. Il faut savoir que Hobbes a vécu une période très sombre, qualifiée de sanglante et chaotique par Christopher Ryan. Dis-toi que dans le contexte de sa naissance, je crois que donc eux étaient britanniques, ils étaient pourchassés, je crois, par des Espagnols ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus exactement le contexte, mais Hobbes est né dans des conditions épouvantables et il a vécu dans une période très sombre de l'histoire. Et Christopher Ryan nous explique qu'en fantasmant une préhistoire atroce, il entrevoit son époque comme une éclaircie. Parce que si tu vis une époque qui est abjecte, abominable, horrible, et que tu vois un peu ce qui s'est passé avant comme étant quelque chose de c'était fabuleux, c'était tellement mieux. Au quotidien, ça pèse sur le moral. Tu te dis, bon, je fais quoi de ma vie? Comment ça se fait qu'à cette époque-là, moi, la mienne, est aussi pesante? Alors que si tu considères que ton époque, qui est abjecte, horrible, immonde, tout ce que tu veux, mais si tu regardes les autres et que tu te dis
pas mieux ce qu'ils avaient, hein, c'était pas terrible non plus. Ça te permet de relativiser et de t'offrir la vision qui considère que tu vis à la meilleure époque possible. Que tu as de la chance de vivre à cette époque parce qu'avant c'était pire. Donc notre époque actuelle ou son époque à lui? L'époque de Hobbes en l'occurrence, D'accord. Donc Hobbes, 17e, 17e. pas trop mal à cette époque. On est pas loin des. Non mais on parle là de la vie spécifique de Hobbes, pas forcément de la période. Je peux rentrer dans le détail si tu veux, mais ce sera très vite long et laborieux. Puisque c'est simplement lire des pages de livres où ça explique que Hobbes, il a fait ci, il a fait ça, il s'est fait pourchasser à droite, il s'est fait pourchasser à gauche. Il n'a pas vécu une vie Trépidante. trépidante. Ça, c'est le pourquoi il écrit ceci. Mais ce que je vais maintenant te décrire, ce sont les conséquences de cette description solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. L'affirmation de Hobbes a justifié le prétendu fardeau de l'homme blanc, consistant à apporter le salut aux primitifs quitte à les tuer. La civilisation ne peut qu'être une amélioration considérable pour ces pauvres brutes. Mhm. Si tu considères que tu as la chance de vivre dans la civilisation et qu'eux vivent une vie sauvage, solitaire, pauvre, méchante, tout ce que tu veux, si tu les tues, tu les libères quelque part. D'accord. Donc ce narratif du progrès perpétuel justifie des siècles d'esclavage, de colonialisme, de tout ce qui touche de près ou de loin à une espèce d'asservissement. Meilleur aujourd'hui qu'avant. Mais c'est le concept même du narratif du progrès perpétuel, le NPP, c'est on est mieux aujourd'hui qu'hier. Et il me semble que j'en parle après, mais Et tiens, j'ai une question qui me vient en tête. Ah, c'était mieux avant. Tu vois cette phrase Ouais. qu'on te sort à chaque fois, Ah, je pense que nos qu'il y a- grands-parents pouvaient dire, peut-être mais peuvent dire mes ça. grands-parents me le disent régulièrement. Ouais. Tu vois, c'est ça qui me vient en tête, c'est que peut-être notre génération peut se dire que c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Ça se trouve, dans 40 ans, on aura la même version que ce que disent c'est nos possible. grands-parents. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Oh, tellement. Le sujet en question, c'est que il y a un biais cognitif, je ne pourrais pas donner son nom, qui consiste à donner plus d'importance au négatif qu'au positif. Que du pessimisme maintenant au 21e siècle? Oui, mais là c'est parce que dans son livre, c'est plus intéressant de se concentrer sur le prononcer négatif, surtout, parce oui. que si tu te concentres en disant « Oui, mais regarde comme c'est beau ça », bah tu vas pas régler le problème, mon grand. Mais on est d'accord que, vu que on peut pas régler le problème là, il permet de trouver des solutions à ces problèmes. Le fait de voir le côté négatif de la civilisation, donc le point de vue qu'il nous propose, ça permet justement d'aller réfléchir à ces solutions. Parce que si on met des œillères et qu'on se dit bah, tout va bien, nickel, Oui, donc on ferme les yeux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'État ferme les yeux, C'est Wall exactement Street se gave. voilà, Ok. t'as fait une belle fixette là-dessus, ça me fait plaisir. Donc quand tu me Économie. dis que, là il y a une phrase qui dit « Le NPP peut être considéré comme un dogme, car il considère qu'aujourd'hui est ipso facto meilleur qu'hier, et sa remise en question provoque la colère des croyants. » Là, le Christopher Ryan fait un parallèle en disant que le narratif du progrès perpétuel génère une profonde méfiance envers nous-mêmes et les autres, donc en nous considérant comme de nature solitaire, pauvre, brutale, sauvage, tout ça. De la honte et du dégoût envers notre corps animal. Là, il y a vraiment un tabou sur le sexe, sur ce que nous sommes réellement. Il va parler du Par sexe. rapport aux croyances. Par rapport à différentes croyances. Je vais y revenir. Ainsi qu'une peur et une hostilité irrationnelle envers le monde naturel dont on nous dit qu'il cherche à nous détruire. Et là, il fait le parallèle dont je te parle. Il dit que c'est une forme de péché. Ça a un lien avec le péché originel, Oh là. qui se donne des arguments scientifiques. Ok. Donc le narratif du progrès perpétuel, c'est une forme de péché originel aux des arguments plus ou moins bancals, mais considérés comme de nature scientifique. Est-ce que tu comprends le parallèle? Oui, Même si, bon, je vois très bien ce que tu me dis. C'est que c'est une erreur qui s'est produite et on est tous dans cette.
on ne peut pas y échapper, quoi. C'est comme ça et c'est un fait, on peut pas y échapper. C'est parce qu'on ne remet pas en cause le narratif du progrès Ouais. perpétuel. Je vais continuer. On n'est pas J'ai assez terminé cultivé. la première catégorie qui était la civilisation, ce n'est pas terrible. Deuxième catégorie, la préhistoire, c'était peut-être mieux. Oh là. Je vais citer l'auteur. Encore une fois. Voici l'histoire que l'on nous raconte à tous concernant qui nous sommes et d'où nous venons. Donc en lien direct avec le narratif du progrès perpétuel. Ce que je vais te dire, c'est la croyance du progrès perpétuel sur ce qu'était la préhistoire. C'est comme ça et pas autrement. Nous descendons d'ancêtres préhistoriques dont la vie était une lutte constante contre la famine, la maladie, les prédateurs et leurs propres congénères. Seuls les plus forts, les plus intelligents, les plus anxieux et les plus impitoyables survécurent pour transmettre leurs gènes à la postérité, et même ces quelques chanceux ne vécurent que jusqu'à l'âge de 35 ans environ. Puis, il y a environ 10 000 ans, un génie dont l'histoire n'a pas retenu le nom inventa l'agriculture et permit ainsi à notre espèce de passer du désespoir animal à l'abondance, au loisir, à la sophistication et à la plénitude civilisée. Depuis lors, et malgré quelques revers occasionnels, les choses n'ont fait que s'améliorer. Donc on est sur un... De ce qu'il dit, on est sur un progrès perpétuel, quoi. C'est exactement la théorie, ou disons De ce qu'il l'explication dit de ce qui est dit en général, quoi. de ce qu'on nous apprend. T'es d'accord qu'on a cette pensée que les gars, ils vivaient pas plus de 35 ans? Oui. Bah ça c'est un fait, oui, c'est logique. Eh bien non. Mais c'est un fait, mais parce que tu as cette croyance qui est acquise, malgré non, toi. non, mais c'est surtout... Dis-moi concrètement, de quelle source te vient l'information que les gars, ils vivaient pas plus de 35 ans? De l'enseignement qu'on a eu, Voilà, non, oui. Le narratif du progrès perpétuel, c'est propagé à travers l'enseignement. Ah, ok, je vois maintenant. D'accord. Tu ok, comprends j'ai ce que je te compris. dis? Ouais, d'accord, j'ai compris. Sur Et ce qu'on a, tu demandes à un prof qui est au lycée ou à la fac, mais pas forcément en histoire, parce qu'en histoire, peut-être qu'il aura plus d'infos là-dessus. Tu demandes à un prof de lycée et il aura la croyance, malgré lui, que ah oui, la préhistoire, putain, tu remets en cause le système. on n'aurait pas voulu vivre là-dedans. Hein. Donc tout ça pour te dire que tous les éléments là dont il parle, c'est un peu amusant, mais à la fin du livre, tu peux remettre en question chaque élément. Par exemple, l'âge de 35 ans. En fait, c'est parce qu'il y a une très grande mortalité infantile à cette époque. Et donc, les humains vivaient jusqu'à... Ils ont considéré par des estimations que l'humain vivait jusqu'à à peu près 70 ans, à l'époque de la préhistoire. Mais que si tu as, j'en sais rien, peut-être plus d'un enfant sur deux qui meurt à la naissance, bah la moyenne, elle va pas être à 70 ans. Donc on a la moyenne de 35 ans par des recherches archéologiques, par des... ça j'en parlerai après. Mais donc ça veut dire que... Mais ça n'est qu'une moyenne. Mais donc ça veut dire que cette moyenne, elle s'est elle est avérée... juste. donc elle s'est C'est-à-dire, avérée les vraie. 35 Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. D'accord. Mais elle transmet une idée fausse. Où on considère que bah, ceux qui dépassent les 35 ans, c'est les vieux, quoi. Mais... L'image même du Non. sketch du Palmacho qui dit Ah oui, bah... il vit à 19 ans, ah bah il a bien vécu. À aucun moment sur Terre, 19 ans est considéré comme un âge avancé. Bon, je rentre dans le vif du sujet et expliquer comment fonctionnait la société préhistorique. Parce qu'on peut parler de société, bref, peu importe. Il donne un premier argument qui est « Ayant perduré des centaines de milliers d'années, le mode de vie des chasseurs-cueilleurs est certainement plus soutenable que les autres. » C'est-à-dire que nous, c'est la crise, c'est la merde, alors que ça fait 10 000 ans qu'on vit comme ça. Eux, ils ont vécu pendant 200 000 ans, 300 000 ans, 290 000 si tu veux, et ils s'en sont très bien sortis. D'accord. Je peux comprendre. La question que tu pouvais te poser au début, quels sont les moyens que nous avons d'étudier une époque si lointaine? Tu l'as dit, les fouilles archéologiques déjà dans un premier temps. Mais les fouilles archéologiques ne te révéleront pas tout. De toute façon, dans tous les cas, on ne peut pas forcément savoir tout ce qui se passait auparavant. Mais ce qui est brillant et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons des recensements de confrontation entre l'homme civilisé et l'homme pré-civilisé. Je vais te donner le Sur quelle plus grand distinction tu exemple. fais ça? Christophe Colomb
quand il est arrivé en Amérique. Oula, C'est une les société grandes découvertes. découverte pour qui, hein? Parce que je peux te dire que même pour l'homme européen, le Viking, il était déjà allé au Labrador et dans le Vinland. Donc, Mais on l'a su auparavant, ça. Enfin, on l'a su on après, l'a ça. su après. C'est On pour l'a ça su après, c'est pour du ça que je te point dis de ça. vue européano-centré, Occidental. non, plutôt européano-centré, parce que là, occidental, tu as le Danemark et la Norvège, enfin la Finlande, bref, tout ce qui est viking, qui avait déjà découvert l'Amérique. On a 3 moyens d'entrevoir ce passé lointain. Petite ref à Inglourious Basterds pour ceux qui l'ont. Moi, je suis pas dans ça, moi. Numéro 1. Les fouilles archéologiques, le plus évident. Même si c'est plus compliqué, hein. Je peux te dire, tu vas sur un site de fouilles archéologiques, tu fais ton interprétation en voyant 2 grains de poussière qui sont un peu différents parce que tu es allé au pinceau. Bon, force à toi. 2. Les récits des premiers contacts et les recherches anthropologiques. On a un gars, par exemple, qui s'appelle Daniel Everett, qui est allé étudier dans la Haute-Amazonie un peuple qui s'appelle les Piraha, dont je parlerai après. 3. Le corps humain. L'évolution du corps humain, tu veux dire? Comment ça, l'évolution du corps humain? Parce que le corps humain était différent auparavant par rapport à notre façon de consommer. Alors, je vais rentrer dans le détail. Je cite la forme, l'espacement et la dureté de nos dents, les substances Voilà. chimiques contenues dans notre salive, la forme et la disposition de nos intestins, bref, de l'architecture de notre cerveau à la forme de notre voûte plantaire, en passant par nos fascinants organes génitaux, notre corps nous raconte les expériences évolutives de nos lointains prédécesseurs. Sur les méthodes de consommer. Donc, parce qu'il faut quand même préciser que ce qu'on étudie, c'est nous. C'est notre passé, c'est ce qu'était l'homme avant la civilisation. Donc, on peut évidemment se baser sur le modèle que nous avons, à savoir nous, soi-même. Pas mal, là. Alors évidemment, ça, apparemment. quand tu arrives en école de commerce et qu'on te dit c'est chacun pour sa gueule. Cette année, c'est la guerre à la fac. Premier élément, c'est égalitarisme. C'est bon, t'as retenu? Je cite. Ils ont créé le marché et le produit qui va avec, a résumé un éditorialiste financier de l'Oregon. C'est du génie. Le genre de truc qu'on étudie dans les écoles de commerce.